Bonsoir à tous. Nous allons évoquer un sujet délicat que j'ai abordé en audio de demi-heure il y a quelques jours. C'est celui de l'histoire du courant, on va dire, euro-identitaire, à défaut d'autres termes. L'idée que la défense de l'identité européenne est intimement liée à un cadre européen politique. Alors, j'ai décidé dans cette émission de prendre des risques et de tout dire. D'un point de vue d'historien, bien sûr. Il ne s'agit pas de valoriser ou de défendre nécessairement les figures que je vais citer. Parfois, même pas du tout. Mais on va tout dire. Au départ, l'idée européenne existait avec Aristide Briand dans les années 30 et autres. Ça n'a abouti à strictement rien. Au contraire, les idéologies dominantes n'ont pas voulu faire l'Europe. Les fascismes des années 30, que ce soit en Italie ou en Allemagne, étaient anti-européens. C'était nationalistes, ils n'étaient pas pour une Europe politique, pas pour une Europe unie. Lorsqu'Hitler parle de l'Europe politique, lorsqu'il parle de pan-Europe, par exemple, il dit que c'est n'importe quoi, parce que pour lui, l'Allemagne doit dominer l'Europe, et donc l'Europe peut exister en tant qu'Allemagne, c'est-à-dire en tant qu'une nation dominante, un peuple supérieur, un Übervolk, qui domine les autres Européens quand il ne les élimine pas, à l'instar des Slaves. Donc l'idéologie nationale-socialiste est une idéologie anti-européenne, elle n'est pas du tout pro-européenne comme le prétendent les souverainistes et autres. Quant à l'Italie fasciste, elle crée une revue qui s'appelle Anti-Europa, hein, donc ça ne veut pas dire que c'est pour. Les fascistes, au départ, se considèrent comme nationaux, ils pensent que leur doctrine n'est pas à l'exportation, mais ensuite se rendent compte que c'est intéressant d'avoir des relais dans les autres pays, d'où la création de l'internationale fasciste. L'internationale fasciste n'est pas, comme l'international communisme, la même idéologie partout. Non, ce sont des soutiens, en France et ailleurs, qui se revendiquent de l'héritage italien ou allemand. Évidemment, ça ne marche pas, parce que c'est trop marqué par le cousinage avec des régimes en place. Il n'a jamais réussi à avoir un fascisme français, parce que les Français n'ont jamais réussi à créer un fascisme national identifié, qui d'ailleurs ne serait absolument pas appelé fascisme, évidemment, d'ailleurs. Alors, donc, le thème européen est totalement ignoré. Pour l'Union soviétique, Lénine était bien favorable vaguement à une union des républiques socialistes d'Europe, mais c'était tout cela très théorique, et souvent, d'ailleurs, les marxistes et les communistes en général considéraient que l'idée européenne était une idée bourgeoise, une invention du capitalisme. Bon. De ce point de vue-là, personne n'est pour l'Europe. Mais le sentiment européen, à partir du début de la Seconde Guerre mondiale, va devenir une évidence pour tout le monde, pour tous les acteurs, qu'ils soient dans la résistance ou dans la collaboration, qu'ils soient du côté des Alliés ou du côté de l'Axe. Pourquoi? Parce que la guerre entre Européens, finalement, c'est catastrophique. Alors, tant que l'Allemagne gagnait, tant que l'Allemagne triomphait, par rapport aux Français, par rapport aux Polonais et autres, l'idée européenne en Allemagne était totalement rejetée. C'était la Grande Allemagne, la Großdeutschland, qui comptait. Certes, à partir de septembre 1941, l'Allemagne trouve utile de mettre en avant le thème de la croisade anti-bolchevique. Il faut que toutes les nations d'Europe participent de cette guerre contre le monstre bolchevique, contre le communisme russe, et donc il faut mobiliser. C'est une thématique stratégique pour simplement avoir des collaborateurs et avoir des relais des troupes. Par exemple, la division bleue, la division Azul espagnole, qui va aller se battre sur le front de l'Est, etc. Donc, évidemment, lorsqu'on commence à parler d'une croisade contre le bolchevisme, l'idée européenne, Charlemagne, tout ça, commence à être mise en avant. Il s'agit d'actes de propagande. Concrètement, l'Allemagne hitlérienne fait preuve de propagande pro-européenne. Mais c'est que de la propagande, son sentiment reste nationaliste allemand. En France, cette propagande est très présente. Elle est largement manipulée par Otto Abetz, qui est le représentant de l'Allemagne dans la France de Vichy, et qui joue les partis de gauche nationalistes, c'est-à-dire Déa, Doriot et compagnie, pour faire pression sur Pétain. Mais le schéma hitlérien est très clair. Pour Hitler, le fascisme est une doctrine qui rend fort, donc il ne veut surtout pas que la France redevienne forte. Donc il préfère avoir un vieux maréchal réactionnaire au pouvoir plutôt qu'un parti révolutionnaire. Donc là aussi, c'est la preuve qu'il n'y a pas de sentiment européen. Donc l'idée européenne va quand même s'imposer à partir de 1943, après Stalingrad, quand les difficultés commencent. Ainsi, avant Stalingrad et même avant 1943, les Slaves sont considérés par l'Allemagne hitlérienne comme des sous-hommes. Et à partir de fin 43, début 44, on se souvient que les Russes sont des Européens, finalement. Et on commence à aider l'armée Vlasov. Mais les Russes ont déjà quasiment récupéré tout leur pays. Donc, l'Allemagne devient pro-russe lorsqu'elle est acculée à la défaite. Et bien sûr, elle devient pro-européenne quand la possibilité d'une Allemagne dominante n'existe plus. Donc, effectivement, il y a un projet européen de l'Allemagne hitlérienne finissante, tactique, et puis il y a une sincérité européiste de la collaboration française notamment, qui croit à une Europe nouvelle,
beaucoup de figures de gauche qui étaient pour l'Europe politique avant 1939, Drieux, La Rochelle et compagnie, vont se laisser séduire parce qu'ils se disent, avec la démocratie, on n'a pas réussi à avoir l'Europe, peut-être qu'on l'aura avec cette domination allemande, peut-être que les nations vaincues vont peser sur la nation qui triomphe et que l'Allemagne sera obligée de faire l'Europe, malgré elle. Il y a l'idée, par exemple, qu'on va retrouver chez Marcos, Sanou et d'autres, que la SS pourrait s'emparer du pouvoir et bâtir l'Europe politique qu'Hitler refuse. Tout ça, ce sont des fantasmes. Alors, évidemment, tout ça, ça finit par la défaite. De la même façon, la résistance et les pro-américains occidentaux défendent l'idée de fédéralisme européen. Il faut qu'il n'y ait plus jamais de guerre. On connaît le mot de Robert Schuman. Nous n'avons pas fait l'Europe, nous avons eu la guerre. Donc, il y a, de la part des pères fondateurs de l'Union européenne actuelle, Bayern, Adenauer, Spaak, Monnet, Schuman et les autres, il y a une vraie sincérité à faire l'Europe. Mais il y a cette Europe d'un côté, puis il y a l'Europe nationaliste, entre guillemets, ou nationaliste identitaire, qui a été battue, parce qu'elle a fait le pari de l'Allemagne, elle paye le prix de la collaboration, ben, ce sont des exécutions, des condamnations à mort, la relégation, de la prison, etc. Et donc, après-guerre, eh bien, les erreurs fondamentales du national-socialisme allemand sont dénoncées, y compris par les survivants de cette idéologie, qui ont compris, mais trop tard évidemment, leurs erreurs. Ainsi, après 1945, on va dire que le courant nationaliste européen émerge et décide d'arrêter le nationalisme anti-européen. Donc l'Europe devient une évidence pour tous les acteurs, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, que ce soit le centre, et que ce soit ce qu'on appellera improprement l'extrême droite. Bon. Donc, une des figures majeures post-1946 de tout cela, c'est quelqu'un comme René Binet. Alors, qui est René Binet? Pas quelqu'un dont nous allons nous revendiquer, évidemment. Pas du tout, bien sûr. C'est la radicalité dont nous ne voulons pas. Mais nous devons, par objectivité, par honnêteté politique et politologique, le citer. René Binet, c'est un ancien trotskiste, devenu Waffen-SS, et qui décide de créer un socialisme européen post-1945, centré sur l'idée de race. L'idée de Binet, c'est que le monde blanc, la race blanche, est menacée de submersion migratoire par l'évolution qui va se passer. Et donc, il crée une sorte de socialisme raciste, c'est comme ça qu'il l'appelle, et une doctrine donc, pour une Europe unie, sur la base de l'unité raciale européenne. Bon, évidemment, tout cela est très politiquement incorrect, et on ne se revendiquera certainement pas de cet individu, qui va mourir dans des conditions obscures dans les années 50 d'un accident de voiture. De la même façon, le grand leader britannique du fascisme d'avant-guerre, Oswald Mosley, qui n'a pas collaboré puisqu'il a toujours vécu dans son pays n'a jamais été occupé, eh bien, développe l'idée de la nation Europe. Europe a Nation, c'est-à-dire qu'il a compris l'erreur du fascisme, il le dit d'ailleurs, il ne se revendique pas du fascisme, et il essaie de revenir en politique après 1945 au Royaume-Uni sur l'idée d'Europe Nation. Il crée un parti qui s'appelle le Union Movement, et va essayer de remonter, mais les résultats ne seront pas là. Dans le reste de l'Europe, pas grand-chose à dire. L'Est de l'Europe est occupé par les Soviétiques, de toute façon, sous l'influence communiste, donc là, il n'y a rien à attendre. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle aujourd'hui le néonazisme qui commence à émerger. Effectivement, ce néonazisme, par rapport au nazisme historique, est pro-européen et désormais, on va dire, pour la défense de tous les blancs du monde. C'est fini la doctrine de division, de hiérarchisation entre Européens. La Russie est totalement intégrée comme peuple dans l'équation. C'est fini aussi de dire que les Russes ne sont pas européens. Ils sont considérés comme européens. On se souviendra par exemple de l'interview de Grelle en 1980 dans le magazine Histoire Magazine. En 1980, en France, on pouvait trouver cela dans les kiosques, où il dit qu'il rêve d'un général russe à la Tukhachevski qui libérerait l'Europe de l'influence américaine, etc. Donc, fantasme, bien sûr, mais comme ceux qui s'imaginent que Super Poutine va libérer l'Europe. Donc, c'est fini la russophobie, c'est fini la slavophobie, c'est fini tout cela. Par contre, la judophobie peut continuer chez certains d'entre eux. Binet et les autres, évidemment, le sont totalement dans cette logique de complot. Ce n'est pas le cas de Mosley et d'autres. Alors, tout cela, en France, ça donne quoi? Pas grand-chose. La plupart de ces partis vont vite être dissous par la loi, tout simplement, interdits. Binet meurt en accident de voiture. Il n'y a pas d'héritage vraiment. Il y a le nouvel ordre européen en Suisse autour de Habodrus qui s'obsède sur ces fantasmes pseudo-historiques et compagnie. Je n'en dis pas plus. Et donc, qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Rien du tout. C'est avec la guerre d'Algérie que les choses changent.
En effet, la France commence à perdre son empire colonial, qui lui coûtait un bras, qui lui coûtait une blinde, mais dont elle croyait que c'était un élément de puissance. Toujours le fantasme que les souverainistes français ont avec la francophonie, par exemple, c'est cette idée complètement débile que si on domine un espace géographique fort, alors on est respecté. Sauf qu'en fait, la colonisation de l'Afrique nous coûtait très cher et ruinait le pays. C'est pour ça que De Gaulle a lourdé les colonies assez rapidement. C'est pour ça qu'il ne voulait pas garder l'Algérie non plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce sentiment de déclassement du monde européen aboutit à l'émergence de courants qui ont compris que l'avenir, ce n'était pas l'empire colonial, l'avenir, c'était la Grande Europe, là encore. Et on va citer donc deux figures principales, on pourra citer beaucoup d'autres, mais elles sont éminentes. Il y a un Belge et un Français. Alors, quelles sont ces figures-là? Le Belge d'abord, il s'appelle Jean-François Thiriard. Jean-François Thiriard, c'est un opticien diplômé qui est donc un spécialiste de la vue et qui est aussi un nationaliste européen patenté. Alors son passé est confus. Il se revendique de la jeune garde socialiste, dont un engagement à gauche, puis de l'AGRA, ami du Grand Reich allemand, ça ne s'invente pas, masque d'un parti qui s'appelait le Mouvement national-socialiste belge. Ça, c'était pour l'occupation. À la Libération, il est un petit peu inquiété, mais il n'a pas fait grand-chose, il est jeune. Bon. Il réapparaît vraiment dans les années 60. D'abord, il est concerné par la question du Congo, Congo belge, hein, puisque la colonie de Congo va devenir indépendante, et les Belges vont être obligés de l'accepter. Donc, il va créer un mouvement qui s'appelle le MAC, sur la colonisation. Je ne sais plus exactement ce que veut dire les initiales, et très rapidement, un nouveau parti qui va s'appeler Jeune Europe. Jeune Europe se veut un parti national d'Europe, c'est-à-dire présent dans tous les pays. Il y aura 12 chapelles donc, qui seront créées, une en Italie, une en Espagne, une en Autriche, etc. Jeune Europe se distingue par exemple de l'internationale néofasciste de Malmö, créée dans les années 50 autour du mouvement social européen avec Bardèche et compagnie. C'est différent. Alors Thiriard s'associe avec Mosley. Temporairement, ils vont créer un NPE, le National Party of Europe, ou Parti national d'Europe, qui n'aura pas d'avenir. Les Italiens du MSI financent, puis se retirent. Les Allemands de la revue Nation Europe, Nation Europa, vont se retirer. C'est très intéressant de voir que la revue Nation Europa deviendra Nation und Europa par la suite. Donc plus la Nation Europe, mais la Nation et l'Europe. Tout un changement, évidemment, vous comprenez, c'est-à-dire un alignement sur une thèse plus nationale. Donc Thiriard crée son Jeune Europe. Mais en France, comme il a soutenu l'Algérie française, son parti est interdit, ce qui ne l'arrange pas. Il a des concurrents. Il a Pour une Jeune Europe de Nicolas Tandler, et puis surtout l'émergence du phénomène Europe Action. Dominique Vénère. Vénère n'est pas sur la ligne Thiriard. Thiriard, c'est l'État jacobin européen. Il méprise le nationalisme classique, mais il méprise aussi le régionalisme. Il est très jacobin. Vénère, c'est pas son truc. Vénère tient au patrie charnel, un peu comme Yann Fouéré, même s'il est conscient de la nécessité d'une Europe politique forte. Alors, comment il comprend ça, Vénère? Vénère, il le vit par l'Algérie française. Il est mobilisé pour la guerre d'Algérie, et il se rend compte qu'on parle de Français d'origine européenne, qu'on distingue de Français d'origine non européenne. En termes clairs, les Français de souche et puis les Français de branche, si on peut dire. Il voit aussi les Espagnols et autres. Il comprend que l'Europe, c'est notre avenir, que nous avons beaucoup plus en commun entre Européens qu'entre Français d'Algérie et indigènes. Et donc, quand il revient de la guerre d'Algérie, certes, il soutient l'OAS et compagnie, il va faire de la prison pour ça, mais très rapidement, il va rompre avec l'extrême droite classique, celle de la jeune nation des frères Sidos, pour créer cette revue qui s'appelle Europe Action. Europe Action, c'est la première revue française de nationalisme européen au sens strict. L'objectif, c'est la défense de l'Europe, la récupération de l'Europe de l'Est contre le communisme, donc c'est très anticommuniste évidemment, et la défense, on va dire, des Européens dans le monde entier, y compris les Européens d'Amérique, d'Afrique du Sud et ailleurs. Donc c'est une revue qui défend entre guillemets l'homme blanc, et pas seulement l'homme européen au sens strict et géographique du terme. Europe Action doit aboutir à la politique, parce que c'est bien de faire la métapolitique, mais l'objectif est politique. Ça va amener la création d'une liste et d'un parti qui s'appelle le Rassemblement européen de la liberté, le REN, dont Vénère est le chef. Mais à la fin des années 60, l'immigration est faible, malgré tout, même si Europe Action est la première grande revue à dénoncer le phénomène massif. Mosley l'avait fait au Royaume-Uni, Binet l'avait annoncé, Vénère le fait clairement. On peut se souvenir, autour de Vénère, il y a Jean Babir, qui est connu pour avoir écrit beaucoup d'ouvrages sur la SS, plus ou moins romancés, pas toujours très historiques. Alain
à l'époque appelé Fabrice Laroche. J'ai un numéro du Charivari de 1967, Collector, qui s'appelle Dossier néonazisme, où quasiment tous les articles sont signés de Fabrice Laroche. C'est dire les centres d'intérêt qui étaient quand même un peu ceux de toute cette mouvance à l'époque. Et après, ils ont bien sûr évolué, on n'est pas engagé à vie, parce que quand on écrit quelque chose à 20 ans, on n'est pas obligé de penser à 70 ans, heureusement. Mais ça existe, il faut avoir l'honnêteté de dire que ça existait. Alain Benoît s'en est expliqué, c'est évoqué dans le livre sur la nouvelle droite par Taguieff, etc. Affaire close. Alors les résultats ne sont pas là. La droite nationale en France ne pèse rien. La candidature de Tixier-Vignancourt en 65 fait à peine 5%. L'affaire algérienne est enterrée, De Gaulle est là. Et donc Jeune Europe est interdit en France, et très rapidement, à partir de 69, Thiriat arrête la politique, pour considérer que c'est foutu. Il reviendra vers la fin, mais très peu de temps. Et puis, donc, Vénère va mettre fin au Rassemblement européen de la liberté et va devenir ce qu'on appelle l'historien méditatif qui est devenu par la suite. C'est-à-dire qu'il pense qu'il n'est pas fait pour la politique, c'est pas son rôle. Il arrête. À ce moment-là, sans lui comme acteur politique, il n'y a plus rien. Europe Action, le REL, tout ça pour devenir la matrice du GRES, groupe de recherche et d'études sur la situation européenne, la fameuse nouvelle droite. Ce GRES est créé à l'initiative de toute l'équipe d'Europe Action. Dominique Vénère est membre du comité de patronage de Nouvelle École, la revue phare avec éléments de cette nouvelle droite. Il est présent. Il est un des pères fondateurs, même si ensuite, il ne s'y associera pas. Il est présent sous le nom de Julien Lebel. Alors, Julien Lebel, ça vous dit tout de suite qui est Dominique Vénère. Julien, pour l'empereur Julien, le dernier empereur romain qui a voulu restaurer le paganisme. Et Lebel, parce que vous le savez peut-être, mais Dominique Vénère est un spécialiste des armes à feu, et c'est allusion au fusil Lebel. Julien Lebel égale Dominique Vénère. Voilà. Mais s'il est présent au début, il ne fera plus rien. C'est Fabrice Laroche, désormais Alain Benoît, sous son vrai nom, qui assume la direction, le pilotage, on va dire, et l'orientation idéologique du GRES. Beaucoup d'anciens d'Europe Action rejoignent le GRES. Jean Audry, Jean Mabille, Pierre Vial, Guillaume Fay et tant d'autres. Guillaume Fay, avant sa mort, me confiait que Dominique Vénère était celui qui l'avait fait rentrer en politique. C'est lui qui l'avait amené au Grèce et tout cela. C'est peu connu, mais c'est à savoir. Énormément de brassage d'idées. Mise en avant du thème du paganisme, les Indo-Européens, la nécessité d'une Europe unie, fédérale ou autre, etc. Tous les thèmes qu'aujourd'hui le LPE peut, à sa manière, de manière bien sûr différente, défendre. Donc ce courant de la nouvelle droite, nous n'en revendiquons pas, même si nous sommes marqués, bien sûr, par son héritage, mais nous le nuançons profondément. Nous n'avons pas non plus suivi les évolutions, tant radicales de certains que modérées d'autres. La nouvelle droite, version Alain Benoît, s'est fortement gauchisée. Nous ne sommes pas nécessairement d'accord avec cela. Les tentations radicalisées de nouvelle droite, comme Vial et d'autres, ne nous plaisent pas davantage. L'important qu'il faut retenir de ce courant, c'est l'Europe, l'identité et la foi native européenne, qu'on appelle vulgairement paganisme. Trois axes forts qui sont à retenir. L'Europe, surtout, bien sûr. Alain Benoît, encore récemment, la question de poser, il ne voit l'avenir que par une Europe fédérale, par une Europe politique. Il a raison. Guillaume Fay parle de nation européenne, nouveau discours à nation européenne et autres. C'est clair, c'est net, c'est précis. La nation européenne, c'est cela. Pierre Vial, par exemple, a beaucoup régressé sur ces questions. L'idée de nationalisme européen a été largement abandonnée par beaucoup de figures de la nouvelle droite politique, par opportunisme, parce que le cadre national ne peut pas être surmonté, il faut s'allier avec des souverainistes et autres. Ça, ce sont des mythes, mais ça existe. Dominique Vénère est écarté donc du jeu, la nouvelle droite vit sa vie, elle est tranquille pendant 10 ans, et puis à partir de la fin des années 70, elle est clairement mise en attaque par les médias. On la lumière est mise dessus. Ça la valorise d'une certaine manière, mais les attaques sont très féroces. Parallèlement, il y a un courant politique qui n'a rien à voir avec le nazisme européen, mais qui peut être influencé au départ, c'est le Front National, créé en 72 par Ordre Nouveau. Rapidement, Ordre Nouveau est éjecté, 73 est créé vers Front, et donc une première scission, mais c'est Le Pen qui garde la tête du Front National et il va la tenir jusqu'en 2011. À la tête d'un groupuscule, à partir des années 80, qui va commencer à monter, avoir des bons résultats électoraux, coup de pouce de Mitterrand, etc. On n'est pas du tout sur le courant identitaire, on est sur la vieille droite réactionnaire, vieille extrême droite europhobe et autres. L'extrême droite néocoloniale qui pense que les harkis c'est plus important que les Allemands. Les dom-toms, Marine Le Pen aujourd'hui, qui défend Mayotte. C'est lié à Jean-Marie Le Pen au départ. Tout cela, ce n'est pas le courant euro-identitaire, c'est son ennemi juré,
Mais pourtant, le courant identitaire n'a pas émergé politiquement, même s'il était très dynamique, alors que la vieille ringardise, le pédolâtre, évidemment, a monopolisé les électeurs. Donc, à partir des années 80, Nouvelle Droite est quand même moins en avant, même si elle connaît depuis les années 2010 un revival au niveau de la presse, en tout cas, éléments et autres. Ces idées vont se répondre malgré tout au Front National. C'est pour ça que j'en parle. Elles viennent avec Jean-Yves Le Gallou, avec Bruno Maigret, avec Yvan Blot, avec Pierre Vial et d'autres qui vont rejoindre le Front National, qui vont l'influencer considérablement pendant 10 ans. Jusqu'en 1998, la fameuse scission, où ils vont tous être éjectés par Le Pen, qui va dénoncer la nouvelle droite et parler d'eux comme un courant extrémiste et même raciste. Ce sont les mots que Jean-Marie Le Pen emploie en faveur des maigretistes, enfin à l'endroit des maigretistes et de la nouvelle droite. Anne Benoît est le gourou de cette scission, alors qu'il n'y est pour rien. Guillaume Fay s'associe à cela, beaucoup d'autres vont s'associer. Là encore, les résultats, c'est entre guillemets Zemmour avant Zemmour, d'une certaine manière. Bah, les résultats ne sont pas au rendez-vous, 3% et quelques aux élections européennes, et après c'est la dégringolade qui continue. Et le Front National de Jean-Marie Le Pen qui fait un mauvais score, mais qui remonte la pente et qui va donc asphyxier ce courant identitaire. Alors, parallèlement à cela, au moment du MNR, et vers la fin du MNR, il y a une structure qui est assez extrême, qui s'appelle Unité Radicale, dirigée par le sulfureux Christian Boucher, et qui comprend en son sein des gens comme Vardon, Fabrice Robert et autres. Ce courant-là est un courant dont Ozon dit qu'il est héritier du nationalisme révolutionnaire, et sur ce plan-là, il n'a pas tort. Mais ce n'est qu'une composante de l'aspect identitaire. Alors, cette organisation va s'associer au MNR de Maigret et puis va être dissoute en 2002 suite aux actions d'un délirant, que je ne nommerai pas, qui amène à ce que tout ça soit liquidé. À ce moment-là, que faire? Boucher se rabat vers le courant nationaliste révolutionnaire pro-islam, anti-système et vers le soralisme avant la lettre. Ça devient le réseau radical. Les autres rebâtissent les choses en créant la mouvance identitaire stricto sensu, qui n'est pas nécessairement européiste. Il y a des européistes identitaires, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas européistes du tout. Et ça amène différents noms, jeunesse identitaire, bloc identitaire, génération identitaire, etc. Tout cela va prendre fin, globalement, dans les années, fin des années 2000, un peu plus 2010 plutôt. Bah, simplement parce qu'il y a la volonté de structurer cette formation en parti politique, donc de donner à ce courant une vraie matrice identitaire politique au sens fort. D'ailleurs, le bloc identitaire, aujourd'hui dissous par la loi, avait comme second nom Mouvement social européen. Et évidemment, qu'est-ce qui va amener cet échec? Alors, il y a une rupture très profonde. Fabrice Robert, qui est dirigeant de cette structure, va claquer la porte et faire des épurations en nombre au même moment. Mais déjà avant, il y a un positionnement vis-à-vis du RN qui est compliqué, du FN de l'époque. C'est-à-dire que Vardon, Robert et les autres veulent avoir le soutien du Front National pour les élections locales, départementales et autres. Ils ont un candidat aux élections présidentielles, qui s'appelle Arnaud Gouillon, qui est aujourd'hui membre du gouvernement serbe, qui a quitté la France. Et Arnaud Gouillon cherche les signatures de maires dans toute la France pour être candidat au présidentiel. Il obtient peut-être 70 ou 80 promesses. Pendant qu'il se démène sur le terrain, ses amis négocient avec Marine Le Pen le fait de retirer la candidature. Pendant que lui, c'est les candidats, ceux qui l'ont proposé font en sorte qu'il ne le soit pas en disant à Marine Le Pen, voilà, on a 80 signatures là, potentielles qu'on peut vous donner. En échange, vous nous donnez des endroits gagnables. Gouillon la prend, il claque la porte, il les laisse tout seuls. Évidemment, Marine Le Pen n'en a rien à faire et elle ne fera aucun cadeau. Parce que Marine Le Pen ne veut pas de concurrence, elle ne veut que des soumis, pas des alliés, jamais. Et ça continue, on a vu l'attitude vis-à-vis de Zemmour et compagnie, Marine Le Pen, c'est avec elle, soumis ou personne, écrasé. On s'éloigne du sujet, je le sais. Mais c'était pour vous rappeler un peu cette historique identitaire. D'ailleurs, Ozon a été proche du bloc identitaire à une époque, beaucoup d'autres l'ont été, et puis ils s'en sont distancés. Le bloc identitaire explose en 2013, je crois, 2011, pardon, je dis une bêtise, en 2011. C'est pour ça que je parlais des années 2000. En 2011, explosion, scission multiple, tous les courants régionalistes sont épurés, chassés, Alsace d'abord, etc. Toutes les figures un peu plus âgées que les autres sont chassées, Philippe Millot et compagnie. Ils vont créer le réseau identitaire européen, Robert le déclare avant eux, résultat, ils ne peuvent pas utiliser, ça devient un réseau d'identité qui restera groupusculaire, on oublie tout cela, les scissions de toute façon n'ont jamais survécu. La tendance identitaire ne fait plus de politique, ils ont renoncé à l'idée d'être un parti, ils vont faire de l'activisme, et ça va mener aux différentes actions bien connues, Poitiers, etc.
Ce courant-là, activiste, est vaguement pro-européen, mais n'a jamais été très assumé là-dessus. En fait, l'européisme identitaire, c'est une synthèse de toutes sortes de choses. C'est l'héritage partiel de la nouvelle droite, c'est l'héritage partiel de cette mouvance identitaire, dont la dernière figure aujourd'hui éminente, c'est Thaïs, qui est le seul vestige, entre guillemets, avec peut-être Damien Rieu et quelques autres de cette époque. Et puis, il n'y avait plus rien, finalement. Le nationalisme révolutionnaire est sur des positions pro-islam, pro-Iran, très ambiguës, et aujourd'hui à fond pro-russe, pro-Poutine. Le courant identitaire tel qu'il existe n'existe plus vraiment, et effectivement, il y a une tendance qu'on appellera occidentaliste autour de certain nombre de figures comme Conversano, Faure et d'autres, et c'est ce qu'attaque Ozon. Je pense que les mots sont forts et injustes. Je ne sais pas ce que c'est que l'Occident, pour moi, ça n'existe pas. Occidentaliste, ça ne veut rien dire pour moi. Comme eurasiste ne veut rien dire. Le peuple russe est un peuple européen, point barre. Il y a des peuples non européens en Russie, mais ce n'est pas le peuple russe. Effectivement, les Bouriates, les Kalmouks, les Tuvas, les Yakoutes ne sont pas des Européens, mais ce ne sont pas des Russes d'abord. Ce sont des Yakoutes, des Bouriates, etc. Quand on dit russe, on veut dire slave, donc européen. 90% des habitants de Russie sont des Européens, qu'ils soient slaves, finno-ougriens, caucasiens ou autres. Donc déjà, le racisme, c'est non. Le racisme, c'est Douguine. Et Douguine, on dit non. On dit non à Douguine. Guillaume Fay disait non à Douguine. Mais la nouvelle droite d'Alain Benoît est moins hostile. Douguine reste une figure parce qu'Alain Benoît l'a rencontré et qu'il a créé la revue Elementi il y a 25 ans. Thierry, en 92, avant de mourir, a rencontré également Douguine. Donc, il y a cette idée que Douguine, il est avec nous, entre guillemets. Douguine est édité en France par Boucher, préfacé par Soral. Non, merci. Alors, l'atlantisme, c'est la face de l'autre côté. Les Russes ne sont pas européens aux yeux des atlantistes non plus. Il faut chasser les Russes vers l'Asie, comme les nazis le voulaient en 1941-1945. On nie au caractère européen du peuple russe, c'est évidemment indéfendable. C'est évidemment ce que je combats. Car je suis le premier à trouver que l'attitude de Poutine aujourd'hui est inqualifiable, mais jamais je ne tolérerai qu'on dise que le peuple russe n'est pas un peuple européen. C'est pas parce que Poutine fait des conneries que le peuple russe, subitement, passe de l'Europe à l'Asie. Donc les Russes restent des Russes, donc des Européens. L'Atlantique, si c'est pour ressembler aux États-Unis d'aujourd'hui, c'est pas la peine non plus. Alors, entendons-nous bien. Les grandes erreurs des Russes, des pro-russes et des NR et compagnie, c'est d'être anti-américains. Moi, j'aime l'Amérique de John Wayne, de Gregory Peck ou de James Stewart. J'aime l'Amérique européenne. J'ai pas de problème avec le peuple américain en tant que peuple euro-américain majoritaire, très majoritaire sur son sol, ce qui est de moins en moins le cas. Je n'aime pas forcément le fait que les Américains mangent des parts énormes, que leur nourriture n'est pas bonne, qu'ils ne savent pas faire du fromage, qu'ils boivent le Coca-Cola par paquet de 5 litres, etc. Mais il y a des qualités à l'Amérique. Le cinéma américain, malgré les idéologies woke en vigueur, est quand même plus beau que le cinéma français. Je préfère voir un film américain héroïque qu'un AV avec Bakri et Jaoui en France. Moralité des courses, quelle est la première victime du globalisme? Le globalisme vient des États-Unis, c'est entendu, et envoie ses miasmes vers l'Europe. La première victime du mondialisme, c'est le peuple européen d'Amérique. Ce sont les, entre guillemets, blancs d'Amérique qui sont les premières victimes du système américain. Les premiers qui sont trahis. Et ensuite, nous le sommes, évidemment, par nos gouvernements qui rampent devant le gouvernement américain, qui trahit son propre peuple. Donc l'anti-américanisme nous fait oublier que le peuplement américain, ce sont des Européens de toute l'Europe, y compris des Albanais, des Bulgares et autres, qui sont allés s'installer en Amérique. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir ailleurs, ils voulaient faire partie d'une sorte d'Europe 2.0. Et l'Amérique est une extension de l'Europe. Ça n'est pas la négation de l'Europe. Il y a dans cette extension des choses qui nous déplaisent, parce qu'il y a un syndrome, j'appelle ça le traumatisme du Mayflower, ce bateau qui a quitté l'Europe avec ses pèlerins pour fonder l'Amérique, entre guillemets. Donc il y a un arrachement à l'Europe. C'est anti-identitaire de ce point de vue-là. Mais n'empêche que ce sont des peuples d'Europe qui ont réussi à faire une seule nation. Car la nation américaine était une nation tant qu'elle était peuplée d'Européens. Bien sûr, il y avait question des Afro-Américains, mais c'était très local. Aujourd'hui, à partir de la fin des années 60, les lois qui empêchaient l'immigration non blanche aux États-Unis ont sauté. Et désormais, les Mexicains sont extrêmement nombreux. L'Amérique du Sud, pas forcément argentine ou brésilienne, vous voyez bien, déferle. Aujourd'hui, il y a une communauté arabe à Chicago très importante. Il y a de plus en plus d'Asiatiques aussi. La part euro-américaine s'effondre totalement, puisqu'en 2042, les euro-américains seraient minoritaires. Donc c'est une attaque contre l'Amérique qui est menée par l'Amérique elle-même, par ses propres élites. Nous sommes trahis par nos élites. C'est nos élites qui nous détruisent. Alors certes, pourquoi il y a cet anti-américanisme au sein du parti de ce courant identitaire particulier, pas de tout le courant identitaire,
Bah, c'est simple, l'anti-américanisme, c'est une solution de facilité. C'est du ressentiment à la Nietzsche. Alain Benoît est très anti-américain. Bon, c'est dommage, alors qu'il a beaucoup d'amis en Amérique et qu'il est publié en Amérique. Guillaume Fay n'avait pas ce côté anti-américain, moins fort en tout cas, même s'il dénonçait dans l'avant-guerre les actions américaines contre l'Europe. Il était lucide sur cette question. Il y a un Américain qui était très hostile à l'Amérique et qui était sans doute important dans l'évolution d'une partie de ce courant dans les années 50. Il avait écrit un livre qui s'appelait Imperium et il avait qualifié les États-Unis de l'ennemi de l'Europe. Or, cet individu, qui est mort aux États-Unis d'ailleurs, était américain lui-même, pour ses soldats. Et donc, c'est Francis Parker Yockey, dont on ne suivra pas l'idéologie non plus, mais c'est lui qui a introduit vraiment le côté anti-américain dans la droite nationale, on va dire. De la droite nationale de ce type-là. Hein. Il y avait un anti-américanisme qui avait existé par ailleurs. Donc maintenant, le courant identitaire, en partie, serait occidentaliste ou atlantiste. Il est évident, il faut avoir le de le dire, pour le constater en lisant ce que dit l'ami Daniel Conversano, ou Faure, ou Rochedi, ou d'autres, qu'il y a, à cause de l'action russe qui a été menée, un repositionnement moins hostile à l'OTAN, moins hostile aux États-Unis. C'est vrai. C'est contextuel, ça s'explique, mais il faut le reconnaître. Faut-il s'inquiéter, comme le dit Laurent Ozon? Faut-il y voir une trahison? Non. D'abord parce que, comme je l'ai dit, Europe Action, et la nouvelle droite, était pro-américaine à l'origine, puisqu'elle défendait l'homme européen partout dans le monde. Donc, ce n'est pas scandaleux. Et c'est vrai que, de toute façon, comme je l'ai dit en introduction, c'est une déclaration de guerre qui est faite au monde européen dans son entier. Dans son entièreté, je dirais. Le combat est effectivement à Moscou, à Paris, ou à Londres, ou à Berlin, ou à Rome. Mais il est aussi à New York, qui est presque perdu déjà comme ville, ou au Texas, ou ailleurs, ou dans le Middle West, ou en Afrique du Sud, mais le combat est déjà perdu, ou en Australie, ou en Argentine, ou au sud-est du Brésil. Qui vote Bolsonaro? Et qui vote Lula au Brésil? On le sait bien. 46% d'euros américains au Brésil, d'euros brésiliens. 54% de différents degrés de métissage. Les métis votent Lula, les blancs votent Bolsonaro. Même si Bolsonaro est un évangéliste animé par une religiosité qui nous est totalement étrangère. Ce sont des réalités. Les afrikaners fuient quand ils le peuvent, ou meurent. C'est une guerre qui est déclarée contre l'homme européen, et le pire, c'est qu'elle est déclarée par nos propres élites européennes. Voilà. C'est une réalité, nous le savons tous. Ces élites peuvent changer, nous pouvons les remplacer. Nous pouvons les grands remplacer. Et c'est ce qu'il va falloir faire. Pour sauver l'Europe, il faut changer la tête de l'Europe, tout simplement. Et que l'idéologie au pouvoir soit l'inverse de celle qui est aujourd'hui au pouvoir. Et c'est possible. Mais c'est un autre sujet. Alors, voyez ce que je veux dire concrètement. C'est que lorsque l'ennemi, politiquement correct, va attaquer le courant identitaire en nous nazifiant, il ment, évidemment. Mais on ne saurait nier, pour autant, qu'à l'origine, il y a eu des orientations qui étaient de ce côté-là. Vous vous doutez bien que des politologues confirmés et spécialistes comme Nicolas Lebourg, Jean-Yves Camus, Stéphane François et d'autres connaissent exactement tout ce que je viens de dire là. Et donc, ils savent déjà comment attaquer. Et donc, si on ne sait pas nous-mêmes comment ils peuvent essayer de nous attaquer, on est foutu. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il faut réconcilier De Gaulle et De Grelle. C'est une illusion totale. Notre époque ne le permettra pas. Et de toute façon, on n'est pas là pour faire de la nostalgie d'un passé qu'on n'arriverait pas à faire digérer non plus. On est les premiers à dénoncer l'utilisation du passé par le pouvoir. Macron, encore récemment, a exploité le passé pour attaquer, entre guillemets, l'extrême droite, dont laquelle nous ne faisons pas partie. Hein. Mais si on ne sait pas qu'on peut nous attaquer ainsi, eh bien, on ouvre la porte. Or, il faut savoir ce que cela a été pour dire que ce n'est pas ce que nous défendons. Nous ne défendons pas un système nostalgique. Nous ne défendons pas un système antidémocratique, par exemple. Ce que nous voulons, c'est une Europe saine. Et pour qu'elle soit saine, il faut qu'elle soit politique, c'est-à-dire il faut qu'elle soit unitaire, mais qu'elle soit respectueuse des identités charnelles auxquelles nous sommes tous attachés. Il peut y avoir un seul État européen qui remplace les États existants, mais il faut que les identités de ces États et des provinces et des régions qui composent l'Europe soient préservées. De la nouvelle droite, nous héritons donc de quoi? Nous héritons donc de la nécessité d'une Europe politique, de la nécessité de préserver l'identité européenne, mais aussi les identités charnelles
ne pas tomber dans le piège de Thiriard et son jacobinisme extrême, mais nous devons refuser aussi la double équation atlantiste et eurasiste. Moi, je ne crains pas quand un ami joue la carte occidentaliste à partir du moment où ce qu'il fait est motivé par une cause noble. En termes clairs, qu'on soit eurasiste ou occidentaliste, pour moi, c'est une erreur dans les deux cas. Mais si on l'est, en ayant comme seul but à l'esprit, en réalité, de rendre l'Europe aux Européens, peu importe. Or, la réalité est là. Conversano et Ozon veulent la même chose. Même si l'un croit que la Russie va le permettre, même si l'autre pense qu'il ne faut pas taper sur l'Amérique, l'objectif des deux est le même, rendre l'Europe aux Européens. Et c'est ça qui est fondamental. Et c'est pour ça que j'assume une position médiane qui peut déplaire aux deux, mais que j'assumerai jusqu'au bout. Nous voulons une Europe unie de l'Islande à la Russie. Nous refusons que la Russie soit mise au banc de l'Europe. Nous ne voulons pas de Poutine et Poutine ne fera pas la grande Europe. Donc Poutine, dehors. Mais nous n'allons pas défendre Zelensky pour autant. Nous savons à qui nous avons affaire. Nous ne défendons pas n'importe qui. Donc Zelensky, dehors. Une fois qu'on a dit Zelensky, Poutine hors jeu, il ne faut pas s'arrêter là. Vous avez bien compris que la liste continue. Biden, dehors. Bien sûr, Sunak, comme Johnson avant lui, dehors. Monsieur Macron, salut. Scholz, dégage. Sanchez, casse-toi. C'est Madame Meloni. Alors, je pense que dans le cas de Daniel Conversano, l'évolution de Madame Giorgia Meloni l'influence lui. Alors, Giorgia Meloni, qui est-elle? On s'éloigne du sujet et en fait, on y revient. Giorgia Meloni, c'est une femme qui a été formée par le mouvement social italien néofasciste et qui a été membre du Front de la jeunesse, la section jeune, assez radicale. On a des vidéos, on a des éléments qui la trahissent. Mais c'est une femme politique. Elle a écrit un livre où elle se dit « Io sono Giorgia », je suis Georgia, et elle se définit comme une femme de droite, comme une femme chrétienne, une femme européenne, etc. Mais c'est une femme pragmatique. D'abord, elle est à la tête d'une coalition, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Et pour arriver au pouvoir, elle a fait des concessions, elle a négocié, elle a rassuré les partenaires de l'Union européenne et les autres. Donc, Madame Meloni, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Elle dit que les Russes doivent être sanctionnés. Elle dit qu'il faut soutenir l'OTAN. Elle dit que les Américains sont nos alliés. Elle lutte contre l'immigration de manière quand même très discrète. Et donc, est-ce qu'elle a trahi Giorgia Meloni? Je pense que oui et non. Oui, parce qu'elle a fait croire qu'elle pourrait faire quelque chose. Et comme je le dis depuis des années, il n'y a pas de solution nationale. S'il n'y a pas de solution nationale, il n'y en aura pas avec Marine Le Pen en France ou Giorgia Meloni en Italie. Il n'y a pas de solution nationale, il n'y en a pas avec Orban non plus. Et certainement pas avec Poutine. La solution est européenne. Ce qu'il nous faudrait, c'est une Giorgia Meloni à la tête de l'Europe, où là, elle pourrait tout faire. Mais une Giorgia Meloni à la tête de l'Italie, ça ne sert à rien. En fait, il faut juste mettre la bonne personne à la tête de l'Europe. Pas à la place de Mme von der Leyen, qui de toute façon n'est qu'un second couteau. En fait, il faudrait arriver au pouvoir à l'échelle de l'Europe, comme Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir à l'échelle de l'Italie. Parce que si on arrive à l'échelle de l'Europe comme elle, nous, on peut tout faire. À l'échelle de l'Italie, on ne peut rien faire. Rien du tout. Mais à l'échelle de l'Europe, on peut tout changer. Mais Meloni fait des concessions. Et les concessions aujourd'hui pour arriver au pouvoir d'Italie, c'est ce qu'elle a fait. Une ligne anti-américaine, elle ne serait pas Premier ministre aujourd'hui. Une ligne anti-OTAN, elle ne serait pas Premier ministre. Elle essaiera de faire ce qu'elle peut contre l'immigration extra-européenne, c'est tout ce qu'on peut attendre d'elle. Mais c'est pour ça que je ne veux pas la mettre dans la liste des casse-toi. Pas encore, en tout cas. Mais s'il y a mieux, mettons mieux. Voilà, c'était pour ça que je voulais cette nuance. Le Premier ministre grec actuel ne fait pas du mauvais travail. Je ne souhaite pas donc qu'il parte maintenant. Il y a d'autres chefs d'État qui ne sont pas si catastrophiques que ça. Quelques-uns. Pas beaucoup, quelques-uns. Orban, il me déplaît, il trahit, il fait rentrer des immigrés d'Asie du Sud-Est, etc. Mais on est loin de ce qu'on a chez nous. Et parfois, il dit des choses intelligentes. Même les Polonais, qui m'énervent beaucoup, ce gouvernement polonais, je ne l'aime pas, hein, parfois ils disent des choses courageuses. Quand Douda est interrogé par un faux journaliste, enfin un faux Macron, qui est un agent russe qui parle français, et qui dit « je ne veux pas de guerre avec la Russie », etc., il a raison. Les Polonais, on a l'impression qu'ils sont très anti-russes, et ils le sont.
Mais ils ne sont pas suicidaires non plus. Et si on demande aux Polonais, voulez-vous une guerre avec la Russie? Ils répondent, oh, non, on ne veut pas de guerre avec la Russie. Voilà. Donc, retour à l'européisme identitaire. Ce courant donc de pensée a évolué avec des figures majeures, parfois totalement opposées, contradictoires et autres. J'ai cité Thiriard, j'ai cité Vénère, qui se détestaient, qui ne se comprenaient pas. J'ai un texte de Thiriard où Thiriard dit du mal de Vénère et d'Europe Action, hein, et le contraire, à mon avis, devait exister. D'ailleurs, les relations étaient épouvantables et ça se faisait des guerres entre militants et on essayait de piquer les militants des autres, etc. Et tout cela est mort avec les années 70. Le courant euro-identitaire, d'un point de vue politique, n'existe plus dans les urnes depuis bien longtemps. Et les mouvances identitaires activistes ont été quasiment toutes dissoutes, pas seulement d'ailleurs en France, mais ailleurs. Poutine a dissous tout ce qui était identitaire russe, en commençant par Navalny. Car Navalny, parlons-en rapidement, c'est pas quelqu'un que je connais. Je ne suis pas son plus grand fan par principe. Néanmoins, est-ce qu'on n'a pas envie de penser, en toute objectivité, que Navalny est un peu le Robinson russe? Réfléchissons-y maintenant. Prenons la ligne des pro-russes. Je supposerai Ozon, Boucher et beaucoup d'autres. Mais ne nommons pas presque, peu importe les gens. Les identitaires pro-russes, au sens large, vont nous dire que Navalny est un agent américain. C'est un atlantiste, c'est un Américain. Il est au service des ennemis de la Russie. Regardons les choses autrement. Navalny, au départ, c'est qui? C'est quelqu'un qui probablement est sincère, qui est confronté à la corruption endémique de la Russie poutinienne. Poutine, on le sait tous, s'est considérablement enrichi. Il est à la tête de milliards d'euros de biens. Eltsine était totalement corrompu avant, les dirigeants soviétiques étaient totalement corrompus, il n'y a rien de nouveau. Mais on le sait, il ne faut pas nous prendre pour des buses. Poutine n'a plus d'héritier politique. Il avait Medvedev, qui d'ailleurs devient grotesque, mais il l'a renié. Et aujourd'hui, ce n'est pas un Shoigu qui va se retrouver à la tête de l'État russe, c'est clair. Il ne sait pas comment quitter le pouvoir. Bon. Et il s'est engagé dans cette guerre pour sans doute y rester au pouvoir encore quelques années. Parce qu'à chaque fois qu'il baisse dans les sondages, il lance une guerre, Géorgie, Crimée et maintenant Ukraine. Et puis, donc Navalny, il était contre l'immigration. D'ailleurs, il était pour Marine Le Pen. Il disait Marine Le Pen a des choses bien. Navalny a fait campagne aux élections municipales à Moscou. Il a fait, je crois, presque 19% des voix sur une thématique 100% anti-immigration, contre l'immigration d'Asie centrale, etc. C'est identitaire. Lui-même se définissait comme national-démocrate, ND. Puis le gouvernement russe lui est tombé dessus. Poutine lui est tombé dessus, méchamment. Car Poutine ne fait pas dans la dentelle. Navalny n'a pas cédé. Il a tenu tête. Impardonnable. Bien sûr, une fois que ce mec-là a tenu tête à Poutine, il y a des gens qui ont trouvé intéressant de défendre Navalny. Et donc forcément, il est devenu aussi, malgré lui, l'instrument de l'Occident. L'instrument de l'Amérique. Mais si Poutine l'avait nommé Premier ministre Navalny, il n'aurait pas été au service de l'Amérique. Donc ce que Poutine aurait dû faire, c'est le rallier à lui. Sauf que Navalny a refusé. Alors rappelons qui a cédé. C'est simple. Vous avez trois figures nationalistes russes qui existent, en plus de Navalny. Je vais les citer rapidement. Ce n'est pas des gens que je recommande. Hein. Soyons précis. Je ne les connais pas. Je sais que c'est des gens assez radicaux par certains aspects. Je ne les valorise pas. Mais j'explique. Il y a d'abord M. Dimitri Dimouchkine. Dimouchkine dirigeait un mouvement qui s'appelait l'Union slave, Slaviansky Soyouz. Ça fait SS. Hein. Dimouchkine, à la tête du mouvement ensuite Patriote de Russie, Patriote Russie, a été écrabouillé. Et aujourd'hui, je crois qu'il travaille dans une propriété agricole quelque part. S'il avait pu exister, il l'aurait été. Il a été écrabouillé. Ensuite, il y avait M. Alexandre Belov, dit Potkin, patron du DPNI, le mouvement contre l'immigration illégale. Puis un jour, il y a une nana qui est très jolie qui s'intéressait à lui. Il a couché avec, elle a tout filmé. C'était bien sûr les méthodes soviétiques. Elle travaillait sûrement pour le FSB ou équivalent. Et ben, Potkin a été obligé de disparaître politiquement. Fini le DPNI. Tous les mouvements nationalistes russes ont été dissous. Certes, il reste quelques vestiges de l'unité nationale russe de Barkachov qui s'engage dans le truc de Wagner, là. Voilà, c'est les mecs, les nationalistes russes durs qui ont envie d'en découdre, ils finissent chez Wagner. Mais c'est tout. Poutine a écrasé les nationalistes et identitaires russes. Point. Comme l'a fait Macron. Pas différent.
Macron dissout le bloc identitaire, Poutine dissout tout ce qui est identitaire. Même logique. Quant à Robinson, en Angleterre, vous savez ce qui est arrivé. Et UKIP, que je déteste, a eu l'idée de défendre Robinson. Ah oui, finalement, Tommy Robinson, qui dénonce l'islam en Angleterre, etc., finalement, bon, il est comme des nôtres. Qu'a décidé Nigel Farage quand il a vu ça, le grand figure souverainiste que nous, les Frexités, nous encensent en permanence. Il a quitté UKIP. Il a dit c'est inacceptable, UKIP devient identitaire, je m'en vais. Il a créé le Brexit Party. Voilà qui est, évidemment, Nigel Farage. Pas un mot pour défendre Tommy Robinson. Alors là, il y a quelques jours, Farage s'est souvenu qu'il y avait eu des viols de petites Anglaises. Oh là là, c'est monstrueux. Maintenant, 10 ans après, Robinson avait dénoncé l'affaire et lui, il avait payé prison et compagnie. Voilà. Quand on est identitaire en Angleterre, on va en prison. Quand on est identitaire en Russie, on va en prison. Il faut avoir cette idée en tête, quand même. Le pouvoir est fort et il se défend. Donc, ceux qui s'imaginent jouer la ligne radicale en y arrivant, ils vont dans le mur, autant qu'ils arrêtent de travailler, d'avoir une vie. C'est terminé. Donc, ou bien vous jouez les règles du jeu qui vous sont imposées par le système, et vous en sortez quand même, ou bien vous êtes terminé. C'est comme ça, c'est la règle du jeu, vous le savez. Vous contestez Poutine en Russie, vous pouvez partir ailleurs. C'est une réalité. Ou alors vous faites discrètement. Et en France et en Europe, vous ne faites pas n'importe quoi non plus. Vous avez en Allemagne des débiles qui ont été arrêtés là en Allemagne. Des débiles, je dis clairement, des débiles. Et vous avez beaucoup de débiles dans la droite nationale, beaucoup de dingues. Et ces gens-là, on va les laisser disparaître. On va les écarter comme la peste qu'ils sont. Mais ayez en conscience cela, chers amis. Soit vous défendez un européisme identitaire sain dans votre tête, dans votre corps. C'est-à-dire démocratique, respectueux des lois, courtois, jamais de mots extrémistes, jamais de thèmes extrémistes, jamais de propos mal écrits, mal dits, etc. Vous avez une ligne politique forte et dure, mais vous êtes intelligent, habile pour la défendre, et jamais personne ne vous tombera dessus. Ou vous êtes des Mongols, et le système vous écrasera. Donc, d'une certaine manière, cette répression est une bonne chose. Cette répression permet d'éliminer les brebis galeuses. Cette répression permet de devenir meilleur, parce que si vous êtes faible, vous serez écrasé. Donc, moi, les donneurs de leçons de la droite nationale, qui tous les jours m'insultent, eux sont des Mongols. Parce que eux donnent à l'ennemi, au pouvoir, des armes pour se faire écraser. Le pouvoir est pro-européen. Macron est pro-européen. Nous sommes pro-européens. Coup de bol, ça tombe bien. Macron n'aime pas spécialement l'Église catholique. Je n'ai rien à faire de l'Église catholique. Et je ne dis pas qu'il faut soutenir Macron, vous avez bien compris. Mais vous avez bien compris dans l'équation que nos idées, ce sont celles que nos ennemis devraient défendre s'ils prétendaient défendre les Européens. Les prétendus européistes de Bruxelles, de Strasbourg et compagnie devraient défendre nos idées s'ils étaient sincères. Donc ce que je propose est simple. Pas de sortie de l'Union européenne, pas d'abandon de l'euro, tout ça. Non. Devenons-eux. Remplaçons-les. Comment? Par la démocratie, par le Parlement européen, etc. Sachez que le Parlement européen peut refuser la présidente de la Commission. Si Mme von der Leyen n'avait pas une majorité au Parlement européen, là, elle ne serait pas présidente de la Commission. Car aujourd'hui, le Parlement européen peut censurer la Commission. Aujourd'hui, il y a un pouvoir. D'ailleurs, Philippe Fabry, dans son livre récent, l'a dit. Ce que je dis là, ce qui est inadmissible, je vous le dis les amis, c'est que je sois le seul à le dire, ça. Que je sois le seul des figures, entre guillemets, euro-identitaires, à dire qu'il faut gagner les élections européennes. Pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi il n'y a que moi qui dois le dire? Pourquoi les autres courbent en permanence devant la droite gnangnan et souverainiste qui nous explique que le monde entier peut devenir français s'il aime la France? Je suis désolé de le dire, mais le courant euro-identitaire a renoncé à la politique. Parce qu'il est médiocre. Et donc, il est temps de faire autre chose que cela. Pour sauver le courant euro-identitaire, il faut le faire mourir et renaître sous une autre forme. C'est une révolution mentale qu'il faut faire. Et donc, j'ai cité toute cette historique pour mieux le mettre de côté, en fait. Pour vous expliquer que toutes ces figures, aussi parfois respectueuses ou parfois lamentables ont-elles été, ne doivent pas être des boulets pour nous. Parce que l'ennemi s'en servira comme tel. C'est vrai que j'ai tendance à citer Vénère. Je le fais de manière prudente. Mais je le fais de moins en moins. Pourquoi? Parce que ça me sera reproché si je devais exister poétiquement. Alors, je ne suis pas Dominique Vénère, je n'ai pas fait ces choix de jeunesse et autres. Je n'ai pas assumé des idées qui ne sont pas les miennes, même si je peux m'inspirer chez lui, chez Fay, chez Stoker et tous les autres.
Nous devons être des hommes libres et indépendants là-dessus. Donc, la doctrine européiste identitaire d'aujourd'hui doit être 2.0. Elle ne nie rien, mais elle n'assume pas ce qu'elle n'a pas assumé, et elle fait son job. Donc, je rappelle le job, et ce sera ma conclusion, et après vous poserez vos questions, chers amis. Quelle est la mission de tout européiste sincère aujourd'hui? Car on ne peut être un véritable européiste qu'identitaire, c'est-à-dire on ne peut vouloir une Europe politique unie que si cette Europe est européenne. Quel peut avoir le sens d'une Europe politique si elle ne devait pas être européenne? Qu'est-ce qui nous relie entre Européens et justifie une Europe politique s'il n'y a plus d'Européens? Vous comprenez bien que l'Europe politique que Macron prétend défendre n'aurait de sens que sans lui et avec nous à la tête de l'Europe. Donc, ce qu'on va proposer à Emmanuel Macron, c'est de s'en aller et nous donner sa place. Je caricature symboliquement, mais vous avez compris l'idée. Macron veut faire la grande Europe? Super, c'est notre projet. Mais nous, on est les meilleurs et lui, il est mauvais. Il ne veut pas vraiment le faire, de toute façon. Donc, nous, on va le faire pour lui. Il voulait la grande Europe, c'est pas lui qui la fera. On la fera, nous. Voilà ce qu'il faut dire à des gens. Ce que j'ai dit à Zemmour et à tous les autres. Zemmour, pas personnellement, je ne l'ai pas pu rencontrer parce que j'étais bloqué par Madame Kninfo. Mais vous avez les LR, même tarif. Il y a une force extraordinaire qu'on a en main. C'est l'Europe. Le discours européen est le meilleur possible. C'est une arme de destruction massive contre le système, par les mots du système lui-même, et générée par une structure qui a été créée par le système lui-même. C'est ça le génie de l'équation. Qu'avait dit Thiriard à la grande époque, vis-à-vis de la SCE? Il avait dit, il ne faut pas la détruire, il faut en hériter. Que disait Guillaume Fay 30 ans après? L'Union européenne, il faut monter dans l'avion, braquer le pilote et détourner l'avion. C'est ça la bonne stratégie. Elle est restée valide. Elle est toujours valable. C'est la bonne stratégie. Nous ne devons pas combattre l'Union européenne, nous devons être à sa tête. Et par cela, nous sauverons l'Europe, ce que Mme Meloni ne peut pas faire. Meloni à la tête de l'Europe, elle peut sauver l'Europe. Meloni à la tête de l'Italie ne sauvera même pas l'Italie. Mais mettez-nous à la place d'une Meloni, mais version européenne, et là, vous avez tout ce que vous voulez, les amis, tout ce que vous souhaitez. C'est quoi que vous souhaitez? On le sait. Vous voulez une Europe qui redevienne européenne. Ben vous savez quoi, les amis? Si vous voulez que l'Europe redevienne européenne, il faut que l'Europe devienne politique. Si l'Europe ne devient pas politique, elle ne redeviendra pas européenne. N'attendez rien des États. Quitter l'Union européenne est une ineptie, une connerie. On a vu au Royaume-Uni. Regardez les chiffres du Brexit. Explosion de 130% de l'immigration non européenne depuis 5 ans au Royaume-Uni. C'est ce que vous voulez? C'est ça que les souverainistes vous vendent. Quand Asselineau dénonce l'immigration aujourd'hui, alors qu'en 2013, il disait qu'on était plus proche des Maliens que des Lettons, il ne faut pas croire ces gens-là. Les Philippos qui faisaient chasser les identitaires de ces manifestations par des gros Africains, c'est Philippot, ça. C'est ça le souverainisme. Souverainisme égale Afrique. Je vous le dis clairement, le souverainisme, c'est l'Afrique. Mais c'est aussi Macron, qui parle d'Europe, mais pense toujours à l'Afrique toute la journée. Donc, il faut arrêter de fantasmer sur l'alliance des patriotes, sur l'union des patriotes. Les patriotes souverainistes sont des chauvino-mondialistes, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'en ont rien à foutre que l'Europe change de nature et change de peuplement. C'est pas ce que vous voulez, les amis. Donc maintenant, on arrête le jeu. Vous voulez une Europe européenne, il faut une Europe politique. Vous voulez une Europe politique, elle ne peut qu'être européenne. Équation, Europe, identité, point. Le nom Europe Identité avait été donné par Pierre Vial à l'époque où il croyait encore à la politique, mais avec ses idées à lui. Donc ça, c'est la base. Europe politique, restauration de l'identité native de l'Europe. Les deux sont liés. Si vous séparez l'un de l'autre, vous n'avez rien. Enfin, la question de la promotion de la foi native européenne, qu'on appelle vulgairement paganisme. C'est là qu'on rentre dans le dur, et là qu'on pourra me critiquer. Mais M. Ferrier, le paganisme en Europe, combien de divisions? Et on aura raison de me l'opposer. Bien sûr, personnellement, je crois réellement à ces dieux qui sont ceux de nos ancêtres. Ce n'est pas un jeu de comédie. Ce n'est pas, même la phrase de Sénèque, il est bon qu'il y ait des dieux. Non, il y a des dieux. C'est une croyance personnelle. Beaucoup de gens ne la partagent pas. Mais elle est indispensable d'un point de vue doctrinal. Pourquoi? Comment voulez-vous vous respecter en tant qu'Européen si vous pensez normal que votre religion ne soit pas européenne? Bien sûr, vous me direz, oui, mais le christianisme, c'est vrai qu'il était oriental, mais il s'est adapté. C'est vrai au Moyen-Âge, il s'est adapté malgré tout, par réalisme. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Le christianisme du IIe siècle, d'un Saint Paul et compagnie qui sont pour les migrants, vous l'avez à la tête du Vatican aujourd'hui. L'Église catholique est redevenue le bolchevisme de l'Antiquité évoqué par de nombreuses figures comme Anne Benoît. N'attendez pas d'un christianisme identitaire.
Laurent Dandrieux peut l'illustrer avec brio. Mais c'est une fausseté, c'est une non-sincérité. Il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme, ni homme libre ni esclave devant Dieu. C'est qui? C'est Saül de Tarse. C'est ça le christianisme. C'est même pas Jésus qui est mort très jeune. Est-ce que ça nous concerne, ça? Est-ce que c'est la doctrine dont nous avons besoin pour sauver l'Europe? Une doctrine qui nous enseigne, si on te frappe sur la joue gauche, tu tends la joue droite. Ben non. Si on me frappe sur la joue gauche, je sors mon glaive et je taillade celui qui m'a tapé. Ça s'appelle le paganisme. Ça ne se limite pas à la version guerrière. Il y a des déesses de l'amour, il y a des déesses de la chasse, il y a toutes sortes de choses belles. Mais que vous croyez au Dieu ou pas, peu importe. Est-ce que vous croyez en l'Europe? C'est tout ce qui compte. Que dit Ernest Renan dans Marc Aurèle, la fin du monde antique? Que les Européens ne peuvent que se sentir insultés, vexés d'être, je cite, des vassaux en religion d'une famille méprisée. Car ce que sont les chrétiens européens. Paradoxe des paradoxes. Vous savez que je dénonce souvent la judéophobie dans l'esprit de Nietzsche. Pourquoi? Voyez donc ces gens qui se réclament du Dieu des Juifs, Yahvé, qu'ils appellent Dieu, qu'ils honorent dans leurs églises, dans leurs temples, et ces gens-là, dans le même temps, maudissent le peuple qui a fait naître Jésus. Ils sont antisémites, tout en honorant le Dieu des Juifs. Comment vous expliquez ça? Eh bien, ça s'appelle les chrétiens d'extrême droite, ça. Ouah, la cohérence des mecs. Alors, ces gens-là, comme ils sont catholiques, pensent que les Juifs sont très bien jusqu'à Jésus. Jusqu'à Jésus, les Juifs, c'est super. Abraham, Moïse, des mecs en or. Mais, oh, quelques centaines d'individus sur Jérusalem auraient été responsables potentiellement de la mort de Jésus sur une croix, qui est une peine romaine, que les Romains n'appliquaient pas aux hommes libres, et tous les Juifs sont coupables de la mort de Jésus. Le pauvre Juif de Galilée, ou le Samaritain, ou le mec qui est à Hébron, qui ne connaît pas Jésus, il n'a jamais rencontré de sa vie, il n'a jamais parlé, il ne connaît pas le Sanhédrin, il ne connaît pas les Romains, il ne connaît rien, il a foutu Jérusalem peut-être 2 fois dans sa vie, il est responsable, oui, de la mort de Jésus. Pourquoi il est responsable? Il ne peut rien, le gars. Il n'a rien fait, mais si, lui et sa descendance sont responsables. Ça, c'est pas vu les chrétiens d'extrême droite. Mongol, c'est tout. Disons les choses vraiment. Il ne s'agit pas de devenir une sorte d'idolâtre de ce peuple, en disant, on n'est pas avec leur religion, etc., on va les adorer alors qu'on adore nos dieux. Bien sûr que non. Je n'ai pas de haine pour ce peuple, je n'ai pas d'amour particulier non plus, et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'ils nous demandent. Ça m'arrive régulièrement de discuter avec des gens de confession israélite, ils ne demandent pas à ce qu'on les aime, ils demandent à ce qu'on les respecte. Et ce respect est légitime, et nous devons être respectés de la même façon. C'est tout. La relation entre les Européens et les Européens de confession juive ou les Israéliens doit être une relation telle qu'elle existait à l'époque des Grecs ou des Romains. C'est-à-dire une bienveillance réciproque et une globale ignorance réciproque. Ils ont leur Dieu unique, c'est pas le mien, mais je m'en moque, ça ne me dérange pas, c'est pas mon problème. Ils ont leur Dieu, nous avons les nôtres. Très bien. Après, si certains d'entre eux veulent retourner vers les dieux de Canaan, du polythéisme originel, comme le proposait le grand Jonathan Ratosh, très bien, c'est encore mieux, mais c'est leur combat, pas le nôtre. Il faut que l'extrême droite soit éliminée du jeu politique. Vraiment. Que ce soit l'extrême droite radicale, stérile et provocatrice qui ne sert à rien, ou que ce soit l'extrême droite conformiste, du grand renoncement, du RN et autres. Nous devons donc à la fois écraser l'extrême droite vermoulue, nostalgique d'années et de siècles même qu'ils n'ont pas connu, mais aussi vaincre l'extrême droite institutionnelle qui ne sert à rien. Nous devons donc être assez radicaux pour effacer du jeu les radicaux, mais assez, entre guillemets, politiquement corrects pour être institutionnels. Un parti révolutionnaire et institutionnel à la fois, c'est ça qu'il faut inventer. Pas gagner, mais c'est la seule façon d'agir intelligemment. Ce que je veux vous dire, les amis, et je vais conclure là-dessus, c'est que nous avons une refonte à faire. Et ce qu'a fait Vénère en 63 quand il a écrit pour une critique positive. Aujourd'hui, la droite nationale, la droite identitaire, c'est année zéro. La droite européenne n'existe pas. Il faut qu'elle existe ou nous sommes foutus. Alors, on me dira, oui, mais M. Ferrier, vous êtes un groupuscule. C'est vrai. Il y a des centaines de milliers d'adhérents à Reconquête. Il y a de nombreux adhérents au Rassemblement national. C'est vrai.
Pas tous des gens qui ont compris que l'Europe était nécessaire, d'ailleurs. Très bien. Mais est-ce qu'ils ont une solution politique? Non. Ça ne sert à rien d'avoir 130 000 adhérents si tu n'as pas de solution politique. Vaut mieux être 300 qui pensent bien que 130 000 qui croient penser bien. Mais l'objectif, c'est que les 300 qui pensent bien amènent les 130 000 à penser bien. Là, je me perds un petit peu, vous avez compris, fatigué ou d'une équation seule, sans notes, sans rien, hein, a cappella. Mais c'était nécessaire de faire ces rappels. Et de me mouiller un petit peu parce que c'est facile de faire juste de l'analyse politique. Tout le monde peut le faire, l'absolu, si on lit les bons livres, mais il faut se mouiller un peu. Donc voilà. Ce que je vais vous démontrer ce soir, c'est que l'européisme identitaire est mort. Et que l'européisme identitaire doit renaître sous une forme nouvelle. Et cette forme nouvelle, c'est celle que promeut le Parti des Européens. Tout simplement. J'ai cette arrogance-là. Je le dis. Et je le dis à l'ami Conversano, qui n'est pas très éloigné de mes positions sur bien des sujets. Et je le dis à Laurent Ouzon aussi bien. Et à tous les autres. Faites votre révolution et comprenez que nous avons un objectif, l'Europe politique demain. L'État européen demain. Et cet État européen demain permettra à l'Europe demain, là encore demain, de redevenir européenne. C'est ce que vous voulez. Vous ne croyez pas l'Europe politique? Je m'en moque. Si vous voulez que l'Europe soit européenne à nouveau, il faut qu'il y ait cette Europe politique. Faites le sacrifice dans votre tête de l'idée de nation classique, d'État-nation classique. Vous aurez votre nation en tant qu'identité nationale, elle survivra. Et même elle sera restaurée dans l'Europe unie. Mais il faudra passer à l'État-nation Europe. Alors les gens me disent, mais les gens sont attachés à leur État. Est-ce que vous êtes attaché à l'État français? L'État français qui vous désarme. L'État français qui vous fait payer des impôts pour enrichir toute la misère du monde. L'État français qui achète avec votre argent la paix civile dans vos banlieues. C'est ça, et les dom-tom et Mayotte et compagnie, c'est ça l'État français. Vous avez envie de le défendre? L'État, au départ, doit défendre le peuple. Si l'État ne défend pas le peuple doit se défendre lui-même. Mais le peuple, en Europe, n'a pas son mot à dire parce qu'il a renoncé à avoir son mot à dire. Parce qu'il vit dans son conformisme. Il vit dans son bien-être relatif, très relatif, de plus en plus précaire. Donc on va devoir éclairer, comme une torche éclaire la nuit, le peuple européen tout entier. Et ce n'est pas en lui rabâchant les nations, c'est la solution qu'on arrivera à cela. L'européisme identitaire a échoué parce qu'il n'a pas été assez européiste. L'européisme identitaire a échoué parce qu'il n'a pas été assez identitaire. Cet échec doit nous rendre forts. Cet échec doit nous permettre, nous, de réussir là où eux ont échoué. C'est ma conclusion. Et à vous, maintenant, les questions. Et j'arrête l'enregistrement maintenant.